vous le voulez bien, on va commencer. Je me présente, je suis Emmanuelle Jourdan-Chartier, je suis présidente de la section lilloise de la Ligue des droits de l'homme. Je vais juste dire quelques mots en introduction. Quelques mots pas très drôles, hein, mais commençons d'abord par rappeler que samedi dernier, nous étions 250 place de la République à l'appel du collectif uni contre une immigration jetable que nous coordonnons à Lille avec le comité sans-papiers, les camarades de la CIMAD, etc. 250, il paraît que c'est bien sur ce sujet, contre la loi asile et immigration. Sur les photos de la Voie du Nord, nous sommes nombreux, ça fait un cortège qui n'est pas du tout ridicule. Et pourtant, c'est au moins 2 fois moins nombreux sans doute que le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui se sont noyés au large de la Grèce la semaine dernière. Parfois, les mots manquent. Nous ne sommes pas là face au bilan sordide d'une catastrophe naturelle. Il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique ou d'une tempête, ni même d'un horrible fait divers lié à la démence meurtrière d'un individu, qui sont des faits contre lesquels on ne peut que peu de choses, contre lesquelles nous sommes très impuissants. Cette tragédie, c'est d'abord le fruit d'un choix, d'une décision politique qui est celle des pays démocratiques européens. Donc rappelons d'abord quelques éléments sur la réalité de ces migrations. L'ONU recense 110 millions de personnes victimes de déplacements forcés dans le monde, dont 35 millions de réfugiés et 65 millions de déplacés internes. Cette situation, elle est aggravée par les guerres, notamment en Ukraine, mais aussi en ce moment au Soudan. Elle est aggravée par le dérèglement climatique. Donc il y a environ 20 millions de personnes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Face à l'ampleur des discours xénophobes, des surenchères législatives qui marquent les pays européens, il convient aussi de rappeler que 76% de ces personnes exilées sont accueillies dans des pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires. Et comme l'ont montré les conflits en Ukraine ou en Syrie, l'immense majorité de ces personnes, 70% environ d'entre eux, restent dans les pays limitrophes. Les pays riches, dont la France, et plus généralement les États membres de l'Union européenne, qui n'accueillent que 10% des réfugiés dans le monde, préfèrent quant à eux financer des mesures répressives toujours plus coûteuses et attentatoires aux droits fondamentaux, rétention administrative, durcissement des contrôles aux frontières, refoulement, criminalisation des personnes solidaires. Donc au-delà de l'indispensable vraie politique de sauvetage en mer qui ne relève que de la simple humanité, en ce 20 juin, journée mondiale des réfugiés, la Ligue des droits de l'homme réaffirme son engagement en faveur de politiques migratoires fondées sur la liberté de circulation et sur l'égalité des droits. Je l'ai dit samedi, je le répète aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on conserve tous intacte notre émotion, notre immense tristesse, notre effroi, mais aussi peut-être surtout notre colère, notre indignation. Il faut la partager à tous ceux qui, par sentiment d'impuissance, par facilité, se bouchent les oreilles et garder à la fois solidarité et fraternité, mais aussi résistance et révolte contre cette inhumaine et meurtrière politique migratoire. Donc merci infiniment à vous pour votre présence. Merci aussi à la Dream Team de la section de Lille qui a organisé cette soirée et à nos invités qui ont accepté, je les en remercie vraiment, de partager à la fois leur expérience, leurs analyses, pour qu'on puisse nourrir aussi un petit peu d'intelligence, d'idées, mais aussi de compréhension des réalités de notre combat qui est aujourd'hui plus concret que jamais. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à nos 2 invités d'être présents aussi. Je vais rapidement les présenter. Donc Antonin Richard, vous êtes un militant et activiste. Vous avez participé à des sauvetages en Méditerranée avec plusieurs ONG et associations. Vous avez écrit un livre, Ce matin la mer est calme, qui est sorti en 2018 aux éditions Les Étacs, qui raconte votre quotidien en tant que marin sauveteur en Méditerranée. Vous avez donc suivi de très près l'évolution du contexte migratoire en Méditerranée et la répression envers les personnes et les ONG, ainsi que l'intensification du contrôle aux frontières européennes. Sophie Gigot, vous êtes une philosophe de terrain. Vous êtes aussi la fondatrice de Migration 59, une association qui propose un accueil de répit aux exilés bloqués à Calais. Vous êtes aussi membre de l'Institut Convergence Migration. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les questions migratoires, notamment Les migrants de Calais, enquête sur la vie en transit, qui a reçu le prix de l'écrit social en 2017.
aussi aux frontières de la démocratie en 2019 et dernièrement l'hospitalité à l'épreuve du terrain aux éditions Créafis sorti en 2022 où vous parlez d'hospitalité et d'accueil pour les personnes réfugiées. Donc je voulais vous demander, après le terrible naufrage de mercredi, où plus de centaines de personnes sont mortes au large de la Grèce, quelle est votre réaction immédiate et comment est-ce qu'on peut dire que les pays européens portent une responsabilité dans tout ce qui se passe en Méditerranée, mais aussi dans la Manche et aux abords de toutes les frontières européennes? Bien, bonsoir à toutes et à tous. On remercie évidemment la Ligue des droits de l'homme de pouvoir nous permettre de réfléchir collectivement sur ces questions dans des espaces et des temps comme celui-ci. Notamment parce qu'il s'agit, comme tu viens de le dire, d'une question de responsabilité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus ces dernières années, à la suite d'associations qui sont nées en fait en Palestine, comme Forensic Architecture, qui essayait de documenter la colonisation sur les territoires palestiniens. Beaucoup de données satellites, de cartographie, etc., sont de plus en plus utilisées pour documenter les naufrages. De la même façon qu'en Palestine, l'idée c'était la terre ne ment pas, mais la mer ne ment pas non plus. Et il y a un enjeu véritablement une fois qu'on est sorti de l'effet de sidération, et peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur cette sidération qui finalement est grignotée par la normalisation de la violence des dispositifs de sécurisation des frontières. Mais voilà, une fois qu'on est sorti de cet effet d'effroi, entamer des poursuites au nom du droit en mer et puis des droits de l'homme plus généralement, sur la base de cette documentation possible. Et donc là, ce qui est important, c'est que maintenant, c'est devenu un terrain de lutte judiciaire, ces cimetières marins, parce qu'il est très important d'assigner des responsabilités, parce qu'effectivement, comme tu l'as suggéré, il y a des responsables. C'est pas seulement une responsabilité collective de nous, Européens, etc., d'autant moins que les politiques qui sont menées ne le sont pas en notre nom. Enfin, moi, pour ma part, je ne suis absolument pas responsable de ce qui se passe en Méditerranée ou dans la Manche. Donc, c'est vraiment important que les vrais responsables, et peut-être les coupables, soient identifiés et qu'on ait des instruments juridiques pour pouvoir les confronter à leurs responsabilités. Donc ça, c'est ma première réaction, qui est une réaction de révolte, et de dire il faut se saisir de ces instruments pour pouvoir... comme c'est en train d'être le cas, mais avec beaucoup de difficultés dans la Manche suite au naufrage qui avait eu lieu le 27 novembre, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est le cas d'être fait, mais il y a quand même un précédent qui a bien fonctionné, c'était en 2013, si je ne me trompe, c'était le procès Left to Die Boat, et là, effectivement, ce procès avait créé un précédent juridique qui est très intéressant. Donc ma première réaction est une réaction de révolte, nous poussant tout de suite à nous organiser dans ce type d'action. Peut-être pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, pour revenir peut-être sur le naufrage qui a eu lieu au large de la Grèce la semaine dernière, pour un petit peu, je pense, en tout cas des premiers éléments qu'on voit, c'est que on a un bateau qui est en détresse dans les eaux internationales, on a des appels de détresse qui sont envoyés, qui sont relayés, notamment par le collectif Alarme Faune, qui fait ça depuis de nombreuses années. Et normalement, il y a une chaîne de secours qui doit se mettre en place, avec voilà, les bateaux les plus proches qui doivent porter assistance, etc. Et en fait, ce qu'on voit assez nettement, de manière assez flagrante là, dans le cas de ce naufrage, c'est que en fait, les autorités grecques, via leur service de secours, leur garde-côte, en fait, on dit par exemple que le bateau, qu'ils avaient été à la rencontre du bateau et que les personnes ne demandaient pas à être sauvées. Et ça, par exemple, en fait, on ne demande pas à être sauvé quand on est en détresse, et quand on est en détresse, en fait, les gardes-côtes qui rencontreraient un bateau en détresse, dans n'importe quel cas qui impliquerait des gens, on va dire, qui ne sont pas des migrants en train d'essayer de traverser la Méditerranée, on ne leur demanderait pas est-ce qu'ils veulent se faire sauver ou pas, on engagerait des secours immédiatement.
Et là, on voit clairement que, par exemple, dans le cadre de ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu clairement une position des gardes-côtes grecs qui était de dire le bateau n'a pas demandé d'assistance, donc on n'a pas donné d'assistance. Et puis finalement, là, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que finalement, un peu plus tard, les conditions se dégradant, ils ont commencé à vouloir faire des choses. Et voilà, on verra plus tard un petit peu ce qui s'est passé, mais visiblement, en tout cas, le fait de ne pas avoir porté assistance à ces personnes de façon spontanée et rapide a probablement participé au naufrage lui-même. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que en fait, c'est un naufrage qui arrive alors que les personnes qui sont censées sauver ces gens sont déjà là. Donc, et qu'il y a d'autres bateaux autour. Donc, il y a véritablement une politisation du sauvetage en mer de la part des pays européens qui en fait politisent l'action du sauvetage qui est censée être non discriminée, quelles que soient les personnes qu'on trouve en mer. Et là, on voit clairement que, en fait, dans un cas où ce serait un bateau de navire marchand qui serait en détresse, il n'y aurait pas eu autant de délais, il n'y aurait pas eu cette question de est-ce que le bateau veut être secouru ou pas, parce que c'est une question qui se pose normalement pas. Voilà, donc je pense que c'est encore un exemple, je dirais que c'est un exemple les plus flagrants et récents des politiques racistes et xénophobes de l'Europe qui ont directement des conséquences sur la vie des gens. Oui, il y a aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du rôle de Frontex en Méditerranée? Est-ce que c'est des gardes-côtes qui représentent l'Europe? Ouais, alors Frontex, c'est l'agence de protection des frontières européennes. C'est une institution qui a déjà quelques années et oui, qui est censée représenter l'Europe dans la protection des frontières. Ils avaient un slogan qui, bizarrement, dont ils ne font plus trop la publicité, qui était protéger les frontières, sauver des vies. Et aujourd'hui, je crois que c'est flagrant, on est plus dans le protéger les frontières que sauver des vies. Ça se voit sur le terrain de manière flagrante parce que en fait, l'action de Frontex en Méditerranée centrale, notamment, donc on va dire au sud de la Sicile, jusqu'au large des côtes africaines à peu près, était d'abord composé de bateaux. Du coup, il y avait des bateaux de garde-côtes de différents pays européens qui faisaient des missions conjointes de protection de la frontière au large de la Sicile et qui parfois faisaient du sauvetage et parfois ramenaient les personnes en Europe. Parce que en fait, ramener les personnes en Europe, c'est suivre les obligations et le droit international qui dit que les personnes doivent être déposées dans un port sûr. Et ce qu'on a vu s'opérer en quelques années, c'est finalement un retrait de tous ces bateaux. D'ailleurs, que ce soit Frontex ou EUNAVFOR Med, qui est l'opération militaire européenne en Méditerranée. Et donc on a vu une réduction de la présence navale de ces institutions au profit d'une surveillance purement aérienne. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Pourquoi aérienne? Très cyniquement, c'est parce que les bateaux, ils ne peuvent pas récupérer les personnes. Et du coup, c'est une manière de redéplacer les moyens vers plus de protection, en tout cas de protection entre guillemets, que de sauvetage. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le directeur de Frontex, c'est un nouveau directeur qui a été nommé il y a quelques mois, qui remplace le sulfureux Leggeri, un Français qui avait fait des sorties assez désolantes sur les droits humains et sur le respect des conventions internationales. Et aujourd'hui, on est dans une position où de toute façon Frontex n'utilise que principalement des avions dans cette zone-là ou des drones. Et du coup, l'action de sauver des vies est extrêmement limitée par rapport à celle de protéger les frontières. Voilà. Après, dans le cadre du naufrage qui a eu lieu, les éléments là qui sortent un petit peu, c'est qu'il y avait un avion de Frontex qui a visiblement survolé, donné des informations aux gardes-côtes, mais on n'en sait pas plus aujourd'hui, je crois, en tout cas moi j'en sais pas plus sur leur rôle spécifique dans ce qui s'est passé.
De manière plus générale, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que en fait, Frontex, les avions Frontex ou les drones décident ou pas d'alerter les secours, alors que le principe d'une détresse, c'est qu'on doit prévenir le plus de monde possible. Et aujourd'hui, ce qui se passait en Méditerranée centrale, enfin ce qui se passe en Méditerranée centrale depuis quelques années, c'est que les avions, en tout cas les avions ou les moyens aériens de Frontex, en fait, distinguent le risque de mort imminente, donc les bateaux qui coulent, on va dire, les bateaux qui sont déjà dans un état où en fait, s'il n'y a pas une intervention immédiate, les personnes vont mourir, et les bateaux qui seraient dans une détresse qui, selon eux, ne serait pas absolue. Et dans ces cas-là, plutôt que de faire un appel général à tous les bateaux qui pourraient se trouver sur zone, ce qui est normalement le droit international, et ben finalement on voit qu'ils préviennent les gardes-côtes libyens afin que les gardes-côtes libyens interceptent ces personnes et les ramènent en Libye, ce qui bafoue le principe de non-refoulement, du coup de personnes qui cherchent à fuir un pays, les ramener dans ce pays, c'est quelque chose qui est contraire au droit international. Merci Antonin. Est-ce que Sophie, vous avez une réaction face à ça? Ou est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la situation à Calais que vous connaissez bien? Oui, alors ça me met assez mal à l'aise d'être dans une sorte de comparaison entre la Manche et la Méditerranée, parce que tout de suite on va être sur des questions de chiffres. Et bah oui, on ne peut pas comparer 370 avec 50 000, mais le faut-il? Je crois que déjà quand on est sur ces échelles et cette logique de dénombrement, c'est que quelque chose ne va pas. Et là, c'est le problème en fait de toutes les associations ou tous les collectifs qui viennent en aide aux exilés ou en soutien, c'est qu'on se retrouve maintenant dans une phase où on en est à décompter les morts. Et à la fois c'est nécessaire parce que la frontière tue, les frontières tuent, et en même temps, le risque c'est d'en venir à une sorte de discours de la déploration où on est dans cette problématique très mortifère, et ça risque de dépolitiser la manière dont on soutient les exilés. Donc ce qui peut-être réorienterait la question, c'est d'arrêter de parler de tragédie, de drame, etc., mais de considérer ces morts pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des assassinats, puisqu'elles sont, comme vous l'avez souligné, un peu tous, l'effet délibéré de dispositifs politiques, stratégiques et policiers. C'est-à-dire que la logique de Frontex que tu as rappelée, et elle vaut sur à peu près toutes les frontières. Moi, je suis en train de travailler sur la frontière de l'Evros, qui est un fleuve, et c'est en fait exactement le même type de problématique, avec des refoulements meurtriers aussi. C'est de rendre les frontières infranchissables. Et donc, techniquement, ça veut dire quoi, rendre une frontière infranchissable? Ça veut dire la rendre mortelle. Donc, on cherche bien à faire périr des gens. Et ça renvoie à toute la question très problématique, comment est-ce qu'on fait mourir en démocratie? Parce que voilà, on est quand même dans des cadres de démocratie européenne, et en même temps, il faut faire mourir pour dissuader le franchissement des frontières. Donc ça, c'est une première difficulté. La seconde, c'est que j'ai le sentiment, avec la façon dont ces naufrages sont médiatisés et ces morts sont médiatisés, qu'il y a un problème d'identification. C'est-à-dire que l'identification au sens psychologique et moral de l'empathie qu'on va avoir avec des personnes en exil ne se produit finalement qu'au moment de l'identification médico-légale. Et c'est là que ça ne va pas. Parce qu'il faut que la sympathie puisse sympathiser avec les vivants. Il ne faut pas attendre ces informations sur les morts en mer pour que ça déclenche un élan, une contestation, etc. Parce qu'en attendant, ces personnes en exil sont bien là. Elles sont là dans les pays de transit que nous finançons pour qu'ils les gardent, effectivement. Hein, c'est tout le débat en ce moment, par exemple, avec la Tunisie. Le débat qui a eu lieu en 2020 avec la Turquie, etc. Donc ces personnes sont bien vivantes, sont là, font des trajets qui sont très très longs pour essayer de fuir des situations qui sont invivables, des zones qui sont inhabitables. Et c'est à ce moment-là qu'il faut sympathiser avec elles, et pas attendre la photo d'un petit garçon de 3 ans sur une plage ou ce genre de moments qui prennent la forme d'une sorte de rituel mortuaire ou funéraire, mais qui a quelque chose en même temps de très malsain.
Donc sympathiser avec les vivants, honorer les morts certes, et assigner surtout la responsabilité de ces morts à ceux qui les ont organisés, orchestrés et qui ont beau jeu après de verser des larmes de crocodile devant les caméras. Quoique, vous avez vu, c'est de moins en moins le cas, puisque au fond, on voit que de plus en plus une idée qui se répand, qui est une idée très clairement marquée à l'extrême droite, c'est qu'au fond, ces personnes qui ont péri dans les naufrages sont elles-mêmes responsables de leur propre mort. Et donc là, ça devient très très grave, puisque la responsabilité est déplacée des politiques qui orchestrent ces dispositifs meurtriers aux frontières aux personnes en exil elles-mêmes qui ont fait ce non-choix de traverser la Méditerranée ou la Manche au péril de leur vie pour sauver leur vie. Donc voilà. Merci Antonin, est-ce que vous avez une réaction ? Ouais, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, sur opposer le contexte Méditerranée centrale et la Manche, je pense qu'au contraire, il faut faire du lien entre ces différents endroits et aussi, moi j'aime à rappeler que en fait, le sauvetage en Méditerranée, c'est une des chaînes de solidarité qui s'établit tout le long des routes de déplacement, voilà, que ce soit depuis l'Afrique ou même après. Ensuite en Europe pour aider à traverser les montagnes, pour continuer et ensuite finir par traverser la Manche. Et d'ailleurs je dirais que parfois des gens qui vont tenter une traversée depuis la Libye, ils peuvent tenter une traversée depuis la France vers l'Angleterre quelques mois plus tard. Donc je pense que ces contextes-là, ils sont liés. Les situations politiques sont un peu différentes, mais finalement dans le fond c'est toujours la même chose, c'est toujours empêcher les personnes de circuler librement, aussi de les empêcher sur la base de critères racistes, puisqu'on parle d'étrangers qui n'ont pas de papier en règle, etc. Donc je pense que c'est aussi ça le fil rouge, et puis comme tu dis, c'est les personnes elles-mêmes qui font tout ce chemin. Ouais. Oui, je voulais aussi rajouter quelque chose. Je me suis fait cette réflexion en regardant parce qu'il faut bien se tenir au courant, les dernières propositions. Il y a une créativité politique extraordinaire en matière migratoire du côté britannique. Je veux dire que là, beaucoup de choses, une audace qui est tout à fait... Bon. Et je me disais, en comparant ça et ce qui se passe sur le fleuve Évros, qu'au fond, le milieu aquatique devient le non-lieu de l'exil. C'est-à-dire que... les exilés se retrouvent littéralement prisonniers des eaux, comme si c'était le seul endroit où ils pouvaient être corporellement et s'incarner. Je pense par exemple à la proposition britannique de stocker les exilés qui sont arrivés clandestinement sur des barges pour empêcher qu'ils ne mettent pied à terre. Je trouve ça terrible. Je pense à ces nombreuses histoires de l'Aquarius et autres navires qui stockent ces corps migrants parce qu'il ne faut surtout pas aucun pays ne souhaite les voir débarquer sur son continent. Je pense à cette histoire qui a eu lieu je crois, en 2021, où les gardes-côtes grecs ont retrouvé sur un minuscule banc de sable au milieu du fleuve Évros plusieurs dizaines de personnes en exil qui étaient là, sans eau, sans nourriture, bloquées sur ce banc de sable. Et donc c'est tout ce qui reste, en fait, c'est tout ce que l'Union européenne accorde comme place, qui est une non-place à ces personnes en exil. Et là, on voit qu'on en arrive quand même à un point d'absurdité et de violence qui est terrible. Donc voilà, je me disais ça. Merci. En parlant de politiques européennes, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que la loi Darmanin, Asile et Immigration aurait des conséquences en France sur les personnes qui tentent de rejoindre la France ? Le changement dans la continuité, c'est une politique coloniale assez typique voilà, de ces ministres de l'Intérieur successifs qui ont besoin systématiquement, comme une sorte de marquage viriliste du territoire, de rajouter leur emblème sur la question de l'immigration. Rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est un durcissement de choses qui sont mises en place depuis très très longtemps. Et ce projet de loi, il est surtout nourri par des fantasmes coloniaux
qui font l'idéologie migratoire de l'extrême droite et de la droite républicaine et de l'extrême centre, donc d'un paquet de monde finalement, c'est-à-dire toujours ce fantasme d'une immigration choisie, contrôlée, immigration de travail éphémère, comme elle a pu l'être dans les années 60, quand on avait mis en place des filières migratoires avec les pays du Maghreb, dans l'espoir, une fois les chantiers terminés, de les renvoyer dans les pays d'origine. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, on est à nouveau dans un projet de loi complètement idéologique et qui est totalement déconnecté de la réalité. En fait, le problème de ce type de projet, c'est leur irréalisme et leur très très grande irrationalité. Et donc, moi je veux bien que Emmanuel Macron fustige un auteur comme Le Clésio en lui disant moi je suis raisonnable, on ne fait pas de politique avec des bons sentiments, mais en fait là on a affaire à des projets politiques qui sont tout sauf raisonnables, qui sont dans le mythe, très clairement. Ce qui est d'ailleurs la caractéristique de tout projet fasciste, donc on peut s'interroger vraiment sur la nature profonde de ce type de projet de réforme, et qui ne tiennent pas compte voilà, de la réalité des phénomènes migratoires aujourd'hui. Je vous en donne un exemple, pour ne pas rentrer dans le détail de cette loi, mais un exemple qui pour moi est très symptomatique. Honnêtement, comment est-il possible de penser une loi sur les questions migratoires sans passer par la question de l'accueil ? D'un point de vue logique, soyons rationnels 2 secondes, comment c'est possible d'envisager l'immigration sans l'accueil ? On voit bien que conceptuellement, là je parle en logicienne, c'est pas possible. On arrive là à la quadrature du cercle. Donc à partir de là, ce projet, il est, d'un point de vue rationnel, disqualifié. Donc on peut regarder dans les détails, essayer de bricoler, etc. Il est disqualifié. De toute façon, ça n'ira pas. Antonin, est-ce que vous voulez réagir ? Peut-être un petit peu sur... je pense aussi que politiquement, il y a quelque chose d'extrêmement naïf et qui se retrouve un peu dans leurs attaques, par exemple avec les assos qui font du sauvetage en Méditerranée, c'est que par exemple, ils parlent de pull factor, donc de facteur d'attraction, la présence d'ONG en Méditerranée créerait un appel d'air de personnes qui veuillent traverser parce qu'elles savent qu'il y a des associations en mer. Et en fait, moi, ce à quoi ça me fait un peu penser, c'est leur renvoyer un peu cet argument de dire mais vous êtes en train de vouloir faire une loi qui organiserait selon votre bon vouloir la manière dont les gens peuvent venir ou pas en France, etc. Et j'ai envie de dire mais c'est une naïveté totale et juste de rappeler que en fait les personnes qui se déplacent et qui sont en exil, elles ont énormément de raisons de le faire ou pas d'ailleurs, je pense. Et pour moi c'est important d'insister, c'est pour ça on parlait un petit peu avant la rencontre de réfugiés, etc. Et moi j'ai du mal à englober, ou à faire des distinguos entre réfugiés, migrants, etc. Et finalement j'ai l'impression aussi qu'il y a effectivement, il y a des choses qui peuvent se retrouver. Il y a effectivement des gens qui peuvent fuir des guerres, d'autres pas. Et finalement, est-ce que c'est bien ça l'important au bout du compte et donc voilà, un petit peu cette histoire de on va faire des lois pour régler tout ça, ça me paraît tellement naïf de leur part. En parlant donc d'accueil, qu'est-ce que serait pour vous une vraie politique d'accueil en France ? Qu'est-ce qui manque pour qu'on y arrive un jour ? Alors, il y a une politique d'accueil en France. On va être quand même... Il y a un dispositif national d'accueil, le DNA. Simplement, il est très insuffisant. 2, sur la question, par exemple, de l'attribution des titres de séjour, il y a un grand écart entre ce que dit la loi et la logique administrative, qui est très souvent une logique de quota. Et troisièmement, il y a, par exemple, des situations qui sont totalement hors champ de la loi. Je pense par exemple, puisque c'est le cas dans notre région, des exilés en transit, qui n'ont donc pas de statut juridique, donc virtuellement n'existent pas, ni dans l'espace du droit, ni dans l'espace politique, parce que en réalité, humain n'est pas un statut. Pour bénéficier des droits de l'homme, en fait, il faut déjà avoir un statut, par exemple être demandeur d'asile ou mineur non accompagné, etc. Et c'est ce qui explique, non pas justifie, mais explique
la violence d'État complètement aveugle qui se déploie à l'encontre de ces personnes dans les zones du littoral, en particulier à Calais, avec un personnel policier qui se promène avec des uniformes sans matricule. Et tout est permis dans ces zones vis-à-vis de personnes qui, de toute façon, littéralement, ne comptent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait tout simplement, déjà, je pense, se reconnecter avec la réalité, avoir le sens du réel. Il y a, par exemple, des organismes comme la Commission Eurostat, qui, au niveau de l'Union européenne, réunit des experts, des économistes, des démographes, etc., qui font des projections, qui analysent les phénomènes migratoires, un peu comme ce qu'on fait à l'Institut Convergence Migration. Et donc toutes les analyses convergent pour dire que le solde migratoire en Union européenne est extraordinairement stable et que par contre il est très insuffisant pour compenser le déclin démographique de nos nations vieillissantes. Et que donc sans la bouffée d'oxygène de l'immigration, on ne voit pas bien comment, à l'horizon 2080, on pourrait se prémunir d'un déclin démographique qui sera synonyme de déclin économique, voire culturel, etc., parce que c'est des effets en chaîne. Donc ça, c'est un argument tout à fait rationnel, voilà, là on est dans le factuel. Le problème des politiques migratoires, c'est qu'elles sont aux antipodes du factuel. Sur les questions migratoires, c'est bien 2 secondes de revenir aux faits. Parce que là, on voit tout de suite de quoi on parle. Donc simplement avoir des politiques qui soient indexées sur les faits et qui soient rationnelles, ce serait déjà très bien. Mais du coup, ça supposerait d'ouvrir les frontières sans craindre cet autre mythe que tu as évoqué, Antonin, ce fameux mythe de l'appel d'air. Alors moi, en tant que philosophe, ça me fait penser au phlogistique. Ça fait très Moyen-Âge, l'appel d'air, les fluides qui circulent, un petit peu ésotérique comme ça, une force occulte. Alors l'appel d'air, typiquement, c'est des gens qui peuvent s'imaginer l'appel d'air, c'est des gens qui n'ont jamais rencontré des personnes en exil. Parce que c'est faire comme si les personnes qui se déplaçaient avaient toutes les mêmes motivations. C'est mépriser complètement la mutilation de l'exil. C'est très compliqué d'être en exil. C'est très compliqué et très souvent sous la contrainte qu'on va jusqu'en Union européenne. La plupart des déplacés, tu l'as rappelé tout à l'heure Emmanuel, se déplacent le moins loin possible de leur village, de leur ville ou de leur nation d'origine. Ils ont envie de rester inscrits dans un territoire, de ne pas s'éloigner trop de leurs attaches familiales s'il y en a encore, de la langue, bien sûr. Et donc très peu fantasment sur l'idée d'une vie en Union européenne en réalité. Et donc l'ouverture des frontières n'y changera rien. Ça ne va pas motiver davantage les candidats à l'exil. Ça, c'est un leurre. Et donc ça supposerait l'ouverture des frontières qui permettrait, je pense, aux citoyens de l'Union européenne, ou en tout cas à certains, d'ouvrir leurs propres frontières mentales, parce que le véritable enjeu, c'est ça. Le problème aussi de ces discours de fermeture, c'est qu'ils enferment nos esprits dans des véritables crampes idéologiques et mentales. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, c'était en début d'après-midi, moi j'aime beaucoup cette émission Les Pieds sur Terre, sur France Culture, et c'était l'histoire d'un jeune facho qui expliquait comment il en était venu à devenir un membre actif du GUD pour ensuite se repentir en quelque sorte. Et on voit très bien comment ça fonctionne, ce basculement idéologique et puis cette espèce de culture du mythe qu'on entretient dans un entre-soi. Et en fait, donc, cette personne s'est retrouvée en prison pour avoir passé à tabac des militants d'extrême gauche, comme ils disent. Et en prison, il s'est retrouvé avec des personnes racisées, pour le dire comme ça. Et en fait, c'est là qu'il a découvert que, finalement, les idées du GUD, elles étaient complètement déconnectées du réel et à côté de la plaque. Et en fait, son séjour carcéral l'a guéri, et c'est dans les barrières de la prison que ces murs mentaux sont tombés. Je trouve cette histoire extraordinaire, mais elle en dit long sur la manière dont on doit complètement réviser notre approche de l'étranger et de l'accueil de manière générale. Et donc une vraie politique d'accueil, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, parce qu'en réalité, elle existe déjà. Elle existe déjà par la voix des associations et par la voix des citoyens. Je suis sûre que tous et toutes, autant que vous êtes dans cette salle, vous connaissez quelqu'un dans votre famille, un grand-parent, un grand-père, une grand-mère, un cousin, un ami, etc., qui a accueilli ou qui accueille des personnes en exil, un collègue, etc.
Donc les histoires d'accueil font partie aussi de notre vie ordinaire en fait. Elles ne sont pas très loin de nous et l'accueil, c'est une pratique citoyenne qui permet, en dépit des politiques migratoires qui sont décidées d'en haut, de transformer la société dans un sens cosmopolite. C'est ce qu'on fait par exemple avec le collectif Migration, et on n'attend pas l'aval des politiques et on n'attend pas la réforme de M. Darmanin pour le faire. On pratique déjà l'accueil, et donc la société d'accueil, on la met déjà en acte, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi, sans passer par le sommet, mais en procédure d'en bas. Merci. Antonin, est-ce que vous voulez réagir à cette question? Non. Alors maintenant, je vais vous demander à chacun de vous, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans vos engagements et dans vos projets. Antonin, ça fait maintenant 3 ans que votre livre, Ce matin l'Américaine, est sorti. Est-ce que vous êtes toujours engagé en Méditerranée? Et Sophie, est-ce que vous menez donc toujours des enquêtes de terrain? Et voilà. Alors oui, en fait, pour revenir un petit peu sur le bouquin, du coup, c'était à la fois l'idée de retranscrire un petit peu l'expérience de mon point de vue et pas de m'inventer voilà, une position que j'ai pas, de partir d'abord de mon expérience personnelle et en même temps de chercher à en faire un support à la discussion autour des frontières, de ces thématiques-là et de pouvoir faire du lien entre les gens qui se bougent sur ces luttes-là, aussi parce que j'ai l'impression que parfois il y avait un peu ce truc de beaucoup de gens qui se sentent isolés à plein d'endroits différents, alors que finalement ils font tout un réseau voilà, d'action et de solidarité qui a un sens qui est vachement plus large, quoi. Et donc j'avais envie un peu que ça puisse créer ça. Et en même temps, j'avais pas fait ça en me disant que c'était des mémoires. Du coup, j'ai continué à partir en Méditerranée. Et voilà, jusqu'à récemment, là, la dernière fois que j'ai débarqué, c'était mi-février. Voilà. Et je continue à travailler pour des associations qui font ça. D'ailleurs, je me permets, Antonin, mais je l'ai déjà dit, mais j'en profite, si vous n'avez pas lu Ce matin, la mer est calme, c'est l'instant pub, mais voilà, il se trouve que moi je l'ai lu, d'ailleurs j'ai eu la possibilité de rencontrer Antonin quand son livre est sorti, parce qu'on ne se connaissait pas, et autour de son livre, et j'ai trouvé ce livre remarquable. Et je parlais tout à l'heure de revenir aux faits, et c'est exactement ce que fait ton livre. C'est un livre qui est très puissant parce qu'il est très factuel. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous en conseille vivement la lecture, c'est parfaitement éclairant. Il est là. Voilà, tout à fait. Il est sur le plateau de librairie là-bas, d'une très bonne maison d'édition, Les Étacs. Alors pour ma part, je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis en train de finir un travail pour les éditions D'une rive à l'autre sur la frontière gréco-turque, donc ce fleuve, l'Evros, qui est une frontière qui est intéressante aussi parce qu'elle cristallise de manière assez aiguë la question du nationalisme, des politiques quasi centenaires d'épuration ethnique grecque, turque et bulgare. Et l'arrivée des exilés se produit dans cette perspective historique, avec cet arrière-plan historique, et ça crée des choses qui sont assez étonnantes. Et puis là-bas, c'est vraiment le sommet de la militarisation de la frontière et des pushbacks, donc des refoulements, qui sont là aussi condamnés par les associations de défense des droits, mais qui n'en sont pas moins perpétrés avec justement l'invisibilisation qu'offre la militarisation de la frontière, puisque en fait le périmètre n'est accessible ni aux journalistes ni aux associations, et donc il faut un délai de quasiment 25 jours, le temps que les personnes en exil arrivent à Thessalonique, en gros, pour qu'on sache ce qui s'est passé, ce qui s'est joué en termes de violence à cette frontière. Donc c'est quand même là aussi très pénible, et le droit international se heurte, comme c'est très souvent le cas, à l'exercice de la souveraineté nationale. Et c'est là que ça bloque, et c'est là qu'il y a vraiment un effort à fournir. Et donc sur ce travail, je travaille en collaboration avec un photographe qui a fait beaucoup de photos sur ce terrain, qui s'appelle Bastien Deschamps. Voilà. Et puis pour la dimension militante, on en est à fêter avec joie et un peu de tristesse aussi les 5 ans du collectif Migration 59, parce qu'on aurait espéré disparaître pour de bonnes raisons, mais malheureusement je pense que nous ne sommes pas près de disparaître.
Et j'en profite pour vous annoncer et vous convier au concert que nous organisons en soutien au collectif. Ce samedi, le 24 juin, vous trouverez des petits flyers sur les chaises, puisque notre collectif, qui n'est pas une association, parce qu'on ne dissout pas un collectif, donc c'est plus simple pour nous d'être un collectif, qui pratique l'accueil de répit des exilés qui sont bloqués à Calais, et bien ce collectif recherche des accueillants, des chauffeurs, et ne fonctionne que sur des dons privés, comme vous pouvez l'imaginer, bien qu'on ait réussi à détourner 500 balles de Darmanin pour acheter des chaussettes l'hiver dernier, je tiens quand même à le dire. Mais voilà, sinon on fonctionne purement sur des dons privés, donc c'est aussi une manière de nous soutenir, si vous avez envie de faire vivre cette société d'accueil que nos militants font déjà vivre. N'hésitez pas à boire des coups après, les recettes sont à l'avance. Bon, maintenant, on va passer aux questions avec le public. Juste une petite remarque. Sophie doit partir dans une petite quinzaine de minutes, je crois, un peu plus. Donc si vous avez des questions à lui poser, il faudrait y aller en premier. Voilà. Oh, je suis sûr que je peux le faire sans micro. Alors, tu parlais tout à l'heure de livres factuels et les tiens sont beaucoup conceptuels d'une certaine façon. Néanmoins, dans le dernier qui est sorti, alors j'ai bien compris qu'il y en avait un autre en route, mais celui-là il n'est pas sorti, il y a un passage moi, qui m'a intéressé parce qu'il est aussi dans le factuel, c'est quand tu parles de... c'est ta grand-mère, c'est bien ça tu parles d'une jeune paysanne lorraine qui se trouvait être ta grand-mère et qui est accueillie réfugiée du STO. Et c'est, enfin ça à la limite c'est l'anecdote. Et tu conclus en disant que c'est-il, enfin, comment se fait-il que nos grands-parents accueillaient des étrangers, y compris dans des contextes de guerre et de clandestinité, et que nous en soyons devenus si peu capables. Tu déclines un peu la question. Est-ce que tu as la réponse? J'ai pas la réponse, j'ai des éléments de réponse, oui. Ça va faire plaisir aux camarades d'attaque. Je pense que on est victime du néolibéralisme et notamment de sa ségrégation des espaces. Puisque le néolibéralisme, et le libéralisme avant lui, au sens non philosophique en tout cas, nous a appris à considérer la sphère privée comme une sphère qui serait exclusivement dédiée aux loisirs. Et donc, on en est venu à considérer qu'au fond, accueillir, c'est un choix, voire c'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans le collectif Migration, de la part de gens qui en sont extérieurs, c'est un hobby. Et voilà, moi j'ai piscine, moi j'accueille, et toi ce week-end? Donc voilà, on est un peu dans ce fantasme de pouvoir choisir ce qu'on fait, choisir ce qu'on fait de notre temps libre. Et bien sûr que l'accueil, on le fait sur le temps libre, c'est-à-dire sur le temps libéré du travail, puisqu'on le fait en tant que militant et pas en tant que professionnel, je sais pas, assistants sociaux ou je sais rien. Et donc, voilà, le libéralisme nous a fait oublier que le temps libre, ça peut aussi être le temps de l'engagement militant, mais ça, vous êtes sans doute un certain nombre ce soir à le savoir, ou tout simplement des obligations familiales. Parce que la sphère privée, la sphère du temps libre, elle n'est pas exempte d'obligations. Et ça aussi, vous voyez bien que le libéralisme nous le fait oublier. Qu'au fond, on sacrifie de plus en plus nos attaches familiales et nos obligations familiales pour des principes de plaisir, des loisirs, etc. Et on finit par considérer ces obligations, qui relèvent d'une autonomie, comme des contraintes. Des corvées qu'il faudrait se taper, etc. Et puis alors, on essaye de s'en infliger le moins possible. L'accueil, c'est effectivement quelque chose qui relève d'une certaine éthique. On peut dire que c'est un devoir moral, mais je pense que, voilà, moi, quand ma grand-mère a ouvert, effectivement, comme tu le rappelais, son sous-sol à ce jeune homme qui fuyait le STO, il n'y avait pas de choix, en fait. C'était une nécessité. La question ne se posait même pas. C'est-à-dire que pour des raisons morales, c'était ce qu'elle devait faire. Et je pense que nous, très souvent, au sein du collectif Migration, on se rend compte qu'indépendamment de nos sensibilités politiques parfois assez diverses, dans un spectre quand même assez homogène, bien sûr, mais enfin toutefois très diverses,
il y a quelque chose de ce devoir moral, de cette obligation morale, de cette impossibilité de dire non. Et de cette impossibilité de dire non, d'autant plus que quelque part, on peut le faire. Parce que c'est Calais, c'est 100 km, c'est pas la Palestine justement, il y a d'autres instruments, le boycott, etc. Mais voilà, la ligne de front frontière, elle est à 100 km. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Si on ne les fait pas, alors qu'on peut les faire et qu'on sait ce qui s'y passe, là il y a une dissonance cognitive. Hein. Donc et en fait, quand j'ai dit ça, c'est toujours pareil, c'est pas pour culpabiliser les gens. Parce qu'en plus, les personnes engagées le sont sur toutes les causes en même temps, donc il y a une fatigue énorme et on est là partout et on ne peut pas être tout le temps partout, on n'a pas le temps d'ubiquité. Mais là, c'est simplement pour dire que, voilà, acheter du vrac, je peux le faire. Consommer propre, je peux le faire. Aller à Calais, accueillir un week-end par mois, oui, ça, je peux le faire. Accueillir un week-end toutes les 6 semaines, 48 heures toutes les 6 semaines, ouais, je peux le faire. Une conduite un samedi de temps en temps dans le mois, ouais, c'est quelque chose que je peux faire. Donc si je le fais pas, ça devient compliqué. Donc voilà, revenir peut-être un peu plus à la sphère de l'autonomie, avec les obligations qu'elle suppose. Parce qu'être autonome, c'est ça, hein. C'est consentir aux obligations que la raison m'impose, plutôt que de pencher vers cette espèce de consommation hédoniste néolibérale qui finalement nous désolidarise complètement et nous éloigne des terrains de but. Moi, ça me fait penser à ce que dit à la lecture de Toni Morrison, cette écrivaine afro-américaine, qui dit qu'au fond, aujourd'hui, les phénomènes migratoires du point de vue de l'Union européenne sont vus à travers la peur terrible du planteur de voir les esclaves venir de la plantation au domaine du planteur. Et donc, quelque part, la colonisation nous a permis de délocaliser la plantation pendant très très longtemps. Quand je dis nous, c'est un mot européen, hein, je suis désolée, il est très ethnocentré, mais c'est celui que j'assume en tant que perspective historique, malheureusement. Et donc, là, il y a cette espèce de retour de la médaille que vous évoquez, qui fait partie aussi de cette problématique coloniale qui habite les questions migratoires ou les politiques migratoires plutôt telles qu'elles sont pensées. Mais en fait, il faut, à mon avis, complètement sortir de cette vision si on veut pouvoir repenser à la fois les phénomènes migratoires et les relations nord-sud. Ça, c'est évident. Maintenant, comme vous l'avez souligné, chacun sait, c'est très bien documenté, la manière dont un certain nombre de multinationales, qui sont pour partie françaises ou européennes ou américaines et bien d'autres encore maintenant, ont leurs intérêts qu'elles défendent dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, du continent africain, etc., qui créent de l'instabilité politique. Et donc, bien sûr que moi, par exemple, quand j'ai fait mon premier terrain en 2015-2016 à Calais, un certain nombre des personnes en exil que j'ai pu interviewer ne comprenaient pas en quoi elles n'étaient pas légitimes à être sur ce territoire. Ça leur semblait parfaitement justifié de venir précisément ici. Je pense par exemple aux Syriens que j'ai pu rencontrer, puisqu'on était en 2015-2016, qui me disaient, ben oui, en gros, notre pays est devenu le lieu d'un match de foot entre les Français, les Américains, les Russes, les Saoudiens, etc. Donc c'est bien normal, on se réfugie ici. Ça leur semble, et c'est effectivement logique, encore une fois, quand on est dans la rationalité. Donc c'est toujours ce décalage entre réserver son empathie à la préférence nationale et donc penser dans des logiques nationales des phénomènes qui sont internationaux et qui relèvent d'enjeux complètement globalisés. C'est une toute petite partie minuscule d'éléments de réponse à votre question qui est extrêmement complexe. Ouais, moi, juste peut-être ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est un petit peu quand vous parlez de la Méditerranée comme tombeau, et je pense que c'est effectivement le cas, et je pense que c'est aussi une politique qui est menée sciemment de la part de l'Europe de faire de la Méditerranée centrale, ou de toute façon de la Méditerranée en général, une espèce de zone où les gens peuvent disparaître sans que personne ne puisse les voir. Et je pense que
une des raisons pour laquelle, par exemple, il y a autant de répression envers les associations qui sont en mer en Méditerranée, c'est aussi, je pense, derrière l'idée qu'il ne faut pas voir, il ne faut pas voir les morts à la frontière, et en fait que ces morts doivent exister le moins possible pour les gens, pour le public ici, etc. Donc je pense un peu à la fois, je pense qu'il y a un double, enfin, dans cette lutte-là, il y a aussi l'intérêt de juste être là et pouvoir montrer ce qui se passe et pas laisser les gens dans l'oubli. C'est aussi une partie hyper importante de ces luttes-là. Et voilà, j'avais envie de réagir là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je peux peut-être pas faire passer le micro, mais tu peux crier. Oui, Alarm Fun, c'est un collectif, j'ai pas les dates exactes, mais qui existe depuis quelques années déjà, en fait, qui se veut être une hotline pour relayer les appels de détresse en mer et maintenant sur terre aussi, parce que ils ont aussi une antenne au Sahara pour les personnes qui traversent le Sahara, pour qu'elles puissent donner leur position et qu'on puisse les retrouver aussi sur terre, mais c'est d'abord parti de la mer. Et en fait, c'est parti d'un manquement des États face à leurs obligations de sauvetage, etc. Et un manque de moyens aussi des personnes qui traversent. Et donc, c'est un collectif entièrement bénévole de personnes européennes et aussi africaines qui en fait font circuler un numéro d'urgence qui permet aux personnes en mer, en détresse, de pouvoir contacter ce numéro. Et ensuite, les bénévoles se chargent de retransmettre l'appel de détresse aux institutions, mais aussi aux navires marchands qui pourraient être autour du cas de détresse, etc. Et qui donc, en fait, je pense que ça rejoint aussi un petit peu cette idée de zone de silence. C'est que s'il n'y avait pas ce collectif pour pouvoir faire porter la voix de personnes en détresse en Méditerranée, je pense que la situation aujourd'hui serait vraiment encore plus catastrophique qu'elle n'est. Et donc voilà, on a des personnes qui font ce qu'on appelle des shifts et qui s'organisent, qui font ça parfois. Je sais qu'il y a une antenne à Calais, à Marseille, à Tunis aussi, et donc de personnes qui depuis leur domicile reçoit les appels, localise sur des cartes, etc. Essaie de voir s'il y a des navires marchands autour ou des navires quelconques qui puissent porter assistance, et en fait qui cherchent à activer les chaînes de sauvetage, qu'elles soient institutionnelles ou juste spontanées, voilà. Et en fait, elles sont un peu, Alarm Fun, ils sont un peu aux avant-postes du désengagement de l'Europe vis-à-vis des personnes en détresse en Méditerranée, puisque en fait, il y a les politiques européennes à la base, le sauvetage en mer est quelque chose qui, à la base, n'est pas politique tel qu'il a été pensé par les institutions et qui est indiscriminé. Et qui est censé pouvoir mettre en place la sauvegarde de la vie humaine, c'est hyper large. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que les États européens, mais en particulier Malte, la Grèce et puis l'Italie, en fait, se sont mis à politiser leur service de sauvetage et finalement à ne pas traiter de la même manière les personnes qui traversent la Méditerranée sur des embarcations surchargées, etc., qui sont finalement énormément en détresse, et puis par exemple les navires marchands en général. Et donc finalement face à cette politisation de l'institution des secours en mer, Alarm Fun en fait continue de propager les appels de détresse, de forcer les services de secours à se mettre en place et pour que les gens puissent être secourus et ramenés dans des ports sûrs en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Et
peut-être juste que je peux, excuse-moi, juste que je peux, pour compléter, c'est aussi, je pense que c'est important de le dire, et on est toujours un petit peu dans l'ambivalence avec le sauvetage en mer, c'est que effectivement il y a un concept général qui est dépolitisé, mais je pense aussi après, le sauvetage en Méditerranée, il s'inscrit dans un contexte politique, et je pense que l'action d'Alarm Phone, elle est aussi clairement politisée, elle est contre les frontières, pour la libre circulation des personnes, quelles qu'elles soient. Et je pense que leur action, juste pour bien préciser, c'est pas une action qui serait seulement de coordination, un peu humanitaire, etc. C'est une action politique qui a vocation à aider les personnes à franchir les frontières et à aider les personnes à pouvoir se déplacer librement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, c'est pour ça que je lève le doigt. Ah oui, bah. Non, je voulais, avant que Sophie nous quitte, puisqu'elle a des contraintes, qu'elle nous dise un mot de la situation des militants qui aident les migrants, quelle que soit d'ailleurs la façon dont elles le font, et des difficultés qu'il y a éventuellement aujourd'hui à affronter sur ce terrain-là une espèce de fascisme latent qui monte. Ouais, tu le dis comme tu veux, hein, mais... Oui, surtout que ça a été remis sur le devant de la scène très récemment avec la surenchère de ceux-ci vis-à-vis du projet de loi Darmanin, avec cette idée dans leur discussion de repénaliser ce qui est l'aide au séjour irrégulier. Ce qu'on a appelé, ce que les médias ont appelé le fameux délit de solidarité. La seule chose, je pense, qu'on doit à Valls, c'était d'avoir dépénalisé ce délit de solidarité en 2012. Et donc là, il est question de le rétablir, par exemple. Donc le simple fait que ça puisse à nouveau refaire débat, qu'on soit dans un temps quand même aussi proche sur ce type de régression, montre bien qu'on a affaire à des pensées réactionnaires très virulentes, montantes, même si en termes d'électorat, ça ne se traduit pas forcément pour les Républicains, mais enfin on voit bien vers quoi il orne, et là en termes d'électorat, ça se traduit fortement. Donc oui, c'est compliqué. Alors nous, dans le collectif Migration 59, on n'est pas inquiétés. Alors évidemment, quand on va à Calais, quand l'équipe va à Calais, c'est des contrôles d'identité, ça arrive de façon récurrente, qu'on rend compte, parce que les compagnies de CRS changent tout le temps, donc on a une compagnie qui ne nous connaît pas, qui vient nous dire « Allez stop, on arrête tout, on met plus personne dans les voitures ». Et bon là, on sait que on sort le téléphone, on sort les articles de loi, le CESEDA. Alors là aussi, c'est une bizarrerie juridique que le code de l'étranger soit distinct du code national, entre parenthèses. Mais enfin, c'est comme ça que c'est organisé ici. Donc on explique que non, transporter, accueillir, soigner, organiser des repas, etc. C'est légal. Et sauf si on le fait sans contrepartie financière, sans exiger de contrepartie financière. Et donc, ça ne va pas plus loin que ça. Par contre, les associations qui sont à Calais en permanence subissent une pression permanente et des entraves permanentes assez perverses. Alors ça peut aller d'outils juridiques, comme les arrêtés municipaux ou préfectoraux pour interdire, comme ça a été très longtemps le cas, les distributions alimentaires. Sur tout un tas de secteurs, mais qui finissent par couvrir quasiment l'intégralité de la commune de Calais. Ou alors ça peut être des bénévoles qui garent leur voiture aux abords d'un campement et qui se retrouvent avec 125 € d'amende pour stationnement inopportun, etc. C'est cette stratégie en fait un petit peu vicieuse d'usure, de mise à l'épreuve des associations qui est quand même compliquée, parce qu'il faut se dire que Calais, c'est à peu près les mêmes bénévoles ou les mêmes militants depuis presque 30 ans pour certains. Donc au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et c'est assez drôle parce que ça a quand même eu pour effet d'infléchir la manière dont les bénévoles se perçoivent eux-mêmes. Parce que moi je me souviens quand on a monté Migration, un débat qu'on avait tout le temps avec le Secours Cato ou avec Salam qui distribue des petits déjeuners tous les jours, etc. C'était que nous on était les affreux militants et eux ils étaient les gentils bénévoles humanitaires. Et en fait on leur disait mais en fait c'est hyper politique ce que vous faites, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte. Et quand ils ont commencé à se faire verbaliser parce qu'ils garaient leur voiture ou verbaliser parce qu'ils distribuaient des petits déjeuners,
Là, ils ont pris conscience qu'en fait, c'était éminemment politique, au sens noble du terme, ce qu'elle et il faisaient. Et donc, en fait, c'est au fond cette politique très violente, très tranchée, qui nous assigne au militantisme, ou à la militance. C'est-à-dire qu'on est obligé de devenir militant, même si on ne le voulait pas, quelque part, parce qu'on est dans une situation ultra conflictuelle. Simplement, nous, notre militance, elle est non violente, et c'est aussi ce qui la rend à la fois compliquée par rapport à la disproportion des forces. Il y a une violence d'État tellement inouïe que nous, on est vraiment désarmés, hein, tout petit et désarmés, mais c'est aussi ce qui la rend constructive sur le plan social. C'est-à-dire que c'est nous qui œuvrons pour cette société plutôt que. C'est nous qui arrivons à faire vivre par l'accueil la société cosmopolite à laquelle on aspire. Donc on continue à lutter, mais c'est vrai que cette question du délit de solidarité ressurgit et on espère que ça ne va pas se concrétiser dans le projet de loi qui est en train de sortir des tuyaux. Du coup, j'en profite, je garde le micro parce que voilà, il est 19h15, je suis navrée, je suis contrainte de vous abandonner pour ce soir. Merci de m'avoir écouté, merci pour ce moment qu'on a partagé tous ensemble. Merci Antonin, merci Nancy, merci la Ligue des droits de l'homme. Et puis, je vous invite encore une fois au concert et puis à venir rencontrer les militants ou les hébergeurs, les accueillants de Migration 59 si vous avez envie de participer à cette société de l'accueil qui existe déjà, puisque vous voyez, l'utopie, elle existe dans la vie ordinaire en fait. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Sophie, au revoir. Et si vous avez, Antonin, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Ouais, moi je voulais rebondir un petit peu là sur ce qui vient de se dire. On parle de répression envers les militants, envers les associatifs, etc. Et juste pas oublier aussi qu'il y a aussi une répression énorme des personnes exilées elles-mêmes. Et ça c'est quelque chose qu'on voit en Méditerranée, c'est-à-dire qu'à l'arrivée dans les ports, en fait, il faut trouver un responsable et à la fois, on va dire, on met, comme on l'a dit tout à l'heure, on met la pression aux associations, etc. On les accuse d'appel d'air, etc. Mais aussi au niveau des groupes de personnes qu'on récupère dans les bateaux, et il faut trouver des responsables et du coup, on va arrêter un peu au hasard des personnes exilées. Et parfois, s'il y a eu des morts pendant la traversée, les accuser d'homicide involontaire, de trafic d'êtres humains, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre perspective, on est souvent hyper sensibilisé à la répression qu'il peut y avoir au niveau des assos et des militants, mais il y a aussi une autre répression, elle, directement sur les individus premiers concernés. Voilà. Alors je dis ça ironiquement, mais c'est super, quand il s'agit de répression, en fait l'Europe est assez forte en termes de mutualisation des moyens et voilà pour être le plus efficace possible. Et du coup Frontex, il n'y a pas un corps de Frontex avec des agents qui seraient de Frontex eux-mêmes. En fait ce qui se passe, c'est que les pays européens contribuent à Frontex. Donc en fait, les avions de Frontex vont par exemple avoir des équipes qui vont être assignées par des pays européens. Les bateaux, c'est pareil, il va y avoir, je sais pas, par exemple, je me souviens en Méditerranée, en mer Égée en 2016, il y avait un bateau suédois. Des gardes-côtes suédois qui étaient au large de Lesbos, du coup sous le blason de Frontex, mais qui restaient finalement des gardes-côtes suédois. Donc voilà, c'est un corps qui se sert un petit peu dans tous les gardes-côtes de l'Union européenne. Voilà, ils ont leur propre accord, etc. Et donc c'est ça, l'Union européenne mutualise les moyens qu'ils ont des différents corps de protection des frontières dans les différents pays. Et du coup, ils peuvent opérer sur un pays européen, mais avec des agents qui vont venir de plein de pays d'Europe.
Juste pour compléter, l'agence Frontex, c'est l'agence européenne la plus financée de toutes les agences européennes, puisque c'est environ 2000 personnes. Le budget est en augmentation constante, il devrait atteindre 840 millions d'euros en 2023. En 2020, on était à 460. Donc il y a une inflation considérable du budget de Frontex, année après année, depuis 2012, sur effectivement nos impôts collectivement, avec un très faible contrôle démocratique, puisqu'effectivement ça passe par la Commission européenne. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec le terme de passeur. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Dans le trafiquant d'êtres humains, je pense qu'il y a la notion de contrainte qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que, par exemple, en Libye, il y a des groupes armés qui kidnappent des personnes qui traversent le pays et les emprisonnent, les privent de leur liberté, les torturent en échange de rançon, qui leur donnent la liberté et parfois qui les amènent sur un bateau pour traverser la Méditerranée. Ensuite, la réalité des passeurs, moi, à mon échelle, c'est difficile d'en parler parce que je ne sais pas. Et parce que je pense que moi-même, peut-être, on pourrait dire que d'une certaine manière, je suis un passeur, puisque j'aide les personnes à passer d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Donc voilà, je pense qu'il faut se méfier de ce terme-là. Je pense aussi que c'est, pour l'Union européenne, c'est une manière de trouver des bons coupables. Et de se détacher de leurs responsabilités politiques que de dire que c'est la faute de la personne qui conduisait le bateau si un naufrage est arrivé. Ça me paraît assez simplificateur. Voilà. Sinon, comme je le disais, au niveau de la répression, il y a effectivement une répression des personnes qui passe par la recherche par la police de passeurs. Voilà. Alors que je pense que c'est une réalité qui est extrêmement floue et qui est pas. Enfin voilà, c'est. Qu'est-ce qu'un passeur? Je cherche encore. Voilà. Je crois qu'un trafiquant d'êtres humains, c'est très clair pour moi. Un passeur, ça l'est beaucoup moins. Et surtout, je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs réalités qui se recoupent derrière ce terme. Donc j'ai pas vraiment de réponse tranchée à donner. Ouais, en fait, à la base, j'ai appris à piloter des canots rapides avec une association, et puis du coup en 2015, c'était avec Greenpeace, et du coup j'ai eu une proposition par Greenpeace pour aller faire du sauvetage. Ils sont sortis de leur champ historique de l'écologie et ils ont dit, vu l'ampleur de ce qui se passe, on va aider comme on peut, quoi. Un peu comme beaucoup de gens se sont dit d'ailleurs à cette époque-là, l'hiver 2015-2016. Du coup, pour recontextualiser, il y a un pic dans la guerre en Syrie et du coup il y a plus d'1 million de personnes qui vont traverser entre la Turquie et la Grèce pour venir se réfugier en Europe. Et du coup c'est dans ce contexte-là où je décide d'y aller. Du coup je dirais que c'est par engagement militant d'abord, et que mon engagement militant il m'a fait développer après des compétences techniques maritimes, et que pour moi ça avait du sens de les mettre à profit de cette lutte-là. Et voilà, et après ça s'est prolongé, et du coup à la fois d'une façon militante et activiste, et aussi un peu maintenant aussi de manière plus professionnelle, voilà, à finir par bosser là-dedans finalement, alors qu'à la base je m'étais dit j'y vais une fois, ça va durer 6 mois, et après tout va s'arrêter, ou je sais pas, tout sera différent, mais non. Il y a une autre piste qui est SOS Méditerranée. On peut contacter SOS Méditerranée et on peut, ils vont vous contacter pour pouvoir venir même jusqu'à Lampedusa. Lampedusa, pour pouvoir vraiment circuler dans la mesure où vous avez la volonté et vous avez la capacité et vous avez quelque chose à apporter, et notamment ceux qui sont dans le domaine médical. Effectivement, oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas que SOS Méditerranée, il y a plein d'assauts qui font ça.
Peut-être pour développer, en fait c'est assez intéressant parce qu'il y a, je dis un peu, il y a une galaxie d'associations qui font du sauvetage en mer. Et du coup, on a des associations qui sont purement sur des volets purement humanitaires, comme SOS Méditerranée. Et après, on a des assos plus politiques ou des collectifs plus politiques comme Sea-Watch ou Louise Michel, entre autres. Mais finalement, il y a plein d'assos qui ont différentes manières de se bouger et qui finalement, voilà, derrière une situation qui c'est du sauvetage en Méditerranée, luttent de manière différente et se retrouvent un peu différemment aussi dans les discours politiques qu'ils posent sur la situation. Et voilà, je dirais principalement de façon complémentaire, quoi, entre elles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on poursuive la conversation autour d'un verre.